Hello les amis, nous sommes le mercredi 14 octobre 2020 et je tenais d'abord à vous dire un petit mea culpa. J'ai fait une erreur. De toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur, hein, ça c'est clair et certain. Dans mes précédentes émissions, à la fin, je terminais souvent avec, vous savez, des images de l'association Bon Sens. Or, ce que je dis dans mes vidéos ne concerne que Silvano Trotta. Silvano Trotta est libre de dire tout ce qu'il veut. Ça n'a strictement rien à voir avec l'association Bon Sens. Alors, certes, hein, maintenant, je veux dire, l'association Bon Sens, on n'est pas loin de 20 000 adhérents en tout. Ces 20 000 personnes ne pensent pas la même chose, surtout, et heureusement, j'arrête pas de dire dans mes émissions, heureusement qu'on pense pas tous pareil, sinon la vie serait d'une tristesse infinie. Chacun a des opinions différentes sur certains sujets. La charte de l'association Bon Sens, elle est très claire. Sous cette charte, on est réunis, on est tous d'accord par rapport à cette charte. Mais il y a des gens qui ont des avis contraires sur plein de sujets, et ça ne cause pas de problème, hein. Une équipe de foot, pour bien jouer ensemble, il faut que les gens ils aient confiance entre eux, ce qui n'empêche pas qu'ils aient des opinions politiques, économiques, différentes, sur divers sujets. Donc plus jamais je mélangerai association Bon Sens et mes émissions. Les émissions d'association de Bon Sens seront sur la chaîne de Bon Sens, parce qu'il y a une chaîne de Bon Sens, un réseau social Bon Sens, mais moi je veux rester libre de dire absolument ce que je veux, parce que en face, ils se sont déchaînés déjà, hein. Ils se sont déchaînés à tuer l'association Bon Sens, alors qu'on n'a encore strictement rien fait. Qu'est-ce que ça va être quand on va faire quelque chose? C'est quand même assez curieux, quoi. Vous savez, les gens qui disent les fake news, les décodeurs de l'info du monde, Libération, tu sais, tous ces journaux payés par nos impôts, l'État leur donne des subventions, donc avec nos sous, et qui, sans ces sous-là, seraient ruinés. Donc évidemment, ils vont à la chasse aux sorcières, et ils attaquent toujours assez méchamment. Alors il y a des gens qui, moi, ça me passe par-dessus la tête, hein, c'est aucun problème, ils peuvent attaquer autant qu'ils veulent, parce que ils n'ont aucun argument, hein. J'ai même dit Silvano Trotta, le youtubeur pro-Trump. Ah punaise, maintenant être pro-Trump c'est une insulte pour eux. Bah oui, ça veut dire qu'eux ils sont pro-Biden. Attendez les gars, d'accord, je note, hein, parce que bientôt votre Biden il risque de se retrouver en prison. On va pas parler de ça ce soir, mais rapidement, je vous ai déjà dit, hein, l'actualité est riche, suivez-moi sur Twitter, puisque hier soir j'ai retweeté tout le travail extraordinaire de la journaliste d'investigation Anna Kait, et franchement, Obama, les Clinton, Biden, à mon avis, aujourd'hui, ils ont quelques soucis à se faire, et ça va aller monter en crescendo. L'Obamagate, il y avait une super émission sur l'Obamagate sur Sud Radio que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube, entre André Berkoff et l'excellentissime Charles Gave. Évidemment, Libération, Le Monde, ça, ils vont pas vous parler d'Obamagate, hein, pas une seule ligne, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Et on y reviendra sur ces check news et ces décodeurs de l'info, on va bien rire. Et donc, tout ce que je dis n'engage que Silvano Trotta et absolument pas l'association Bon Sens. Et quand je vous disais qu'ils n'ont que les insultes, ils n'ont que les insultes, parce que sur le fond, ils y vont jamais, hein. Ils y vont jamais. Extrême droite, nazis, ils ont même été traités nazis et d'extrême droite, un gars comme Étienne Chouard. Imaginez un petit peu, hein. Donc on va écouter les attaques que subit par exemple le professeur Toubiana. Je suis surpris, je trouve toujours ça suspect, la violence des attaques dont vous êtes l'objet. Oui. Et vous et d'autres d'ailleurs. Et donc, à mes yeux, c'est toujours suspect lorsqu'on attaque comme ça. Et je vois parfois sur les plateaux, pas toujours d'ailleurs que des scientifiques, des gens qui donnent des leçons directement Oui. à vous, en l'occurrence, en expliquant que vous êtes des huluberlus ou des incompétents, Mais vous, ou etc. vous remarquerez que Moi, je préfère on nous écouter attaque tout le pas. monde, mais après, c'est une choix. Oui. Mais vous J'écoute tout le monde, mais je vous écoute vous, et j'en écoute d'autres, bien sûr. Sur des points scientifiques, Oui. mais plutôt sur les personnes. Et donc Oui. ça, c'est vraiment un indicateur que ça va pas vraiment bien. Bah, mais sur écoutez, des points scientifiques, on ne nous attaque pas.
En tout cas, Ni Poussin, ni moi, ni les autres. En tout cas, ici, on essaie d'écouter tout le monde. Moi, je dis souvent cette phrase très simple, c'est que je n'ai pas d'avis. Je passe mon temps à le dire, me semble-t-il. Je n'ai pas d'avis. Je suis troublé comme tout à chacun, mais j'aime pas du tout lorsque quelqu'un qui a une version différente, on lui dit non, cette vérité non officielle, on veut pas l'écouter et vous êtes, comment dire, ou tout seul, ou vous êtes, vous représentez personne, ou vous n'êtes pas compétent, etc. Bon, merci Monsieur Toubiat. Il a raison, Pascal Praud. Il a dit la vérité non officielle, c'est-à-dire la vérité dite par le gouvernement, qui doit être la vérité. Tout le reste, on ne discute pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus en démocratie pour ces gens-là, on est en dictature. C'est-à-dire que ces gens-là, au XVIe siècle, ils auraient brûlé Giordano Bruno, par exemple, en pleine place de Rome, parce qu'il disait que non, la Terre n'était pas le centre de l'univers. La pensée unique, c'est le mal français. Vous savez que l'Académie des sciences de Paris avait été la seule Académie des sciences, dans les années 30, à refuser de recevoir Albert Einstein. Il faut le savoir, ça, hein, parce que c'était un uluberlu, hein, pour eux, hein, c'était pas possible. C'est comme ça. C'est comme ça. Ces gens-là, si par exemple il y a 100 ans, je leur ai montré un petit bout de silice, et en disant, tu sais, avec ça, on va extraire du silicium, et grâce à ça, on va faire des cartes mères, des disques durs, en essayant d'expliquer un petit peu les réseaux informatiques. Voilà, vous auriez été chez les fous. Chez les fous. Si il y a 100 ans aussi, vous auriez dit qu'en prenant un petit objet, vous allez appeler via des ondes invisibles quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, vous aurez été traité chez les fous. Ils ne savent rien, ils n'ont aucun argument, mais ils pensent détenir la vérité absolue dans beaucoup de domaines. Et on va le voir dans cette émission. On l'a encore vu hier avec Florian Philippot. Florian Philippot, moi ça fait combien de temps que je vous dis que la grippe a tué entre 20 000 à 30 000 personnes en 2017, qu'elle tue en moyenne 15 000 personnes. Florian Philippot le dit dans l'émission, il se fait assassiner. Vous allez voir les sachants. Docteur Hamon, ex-doyen des médecins français, qui dit non, 5. On lui dit ah oui, mais lui c'est la science, lui il sait quoi. Hein. Mais quelle honte. Et une journaliste, c'est une journaliste de CNews, scientifique, ou je sais pas de quelle chaîne, qui tue Florian Philippot en direct. En direct. On ne doit pas mettre par terre, détruire le pays, parce qu'on est en train de le détruire. Moi, je suis extrêmement inquiet. Et quand est-ce qu'on va sortir de cet engrenage ? Quand est-ce qu'il va y avoir une sortie de crise possible ? Et moi, j'ai une réponse, c'est vaccin. C'est vaccin. Mais je suis pas certain parce que, vous savez, en 2017, la grippe a tué entre 20 et 30 000 personnes en France. C'est une forte grippe. 20 et 30 000 personnes. Bon, on n'est pas très loin des chiffres du Covid cette année. En quelle année ? On est à 32 000, 2017. On est à 32 000 personnes mortes de la grippe en 2017. 20 à 30 000 personnes, c'était une forte grippe en 2017. Là, on est à 32 000 aujourd'hui. Donc on n'est pas très loin. Or, un mort de la grippe vaut pas moins qu'un mort du Covid. Si vous voulez. Un mort tout court, on ne vaut pas mort qu'un autre. Ça me semble un peu beaucoup, votre chiffre de 30 000 personnes de la grippe. Rien. Docteur Hamon, il y a eu 20 à 30 000 morts de la grippe en 2017 ? Attendez, est-ce que je peux finir ? Juste oui ou non. Juste oui ou non. Est-ce que je peux finir ? Mais monsieur Philippot, on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi. Monsieur Hamon, il pense ce qu'il veut. C'est pas. Il y a eu combien de morts de la grippe, mais qu'est-ce que vous racontez ? Monsieur Hamon me contredira évidemment. C'est le même nombre que le Covid. 5 000 morts. 5 000, s'il vous plaît, monsieur Philippot. Mais ça y est, vous dites 5 000 au hasard. Non, c'est Jean-Paul Hamon qui le dit. Mais 30 000, c'est une année normale de grippe. Là, c'était une forte grippe. Tout le monde. Enfin bon. Non, mais excusez, vous ne pouvez pas laisser dire ça parce que. Non, mais on n'a pas laissé dire. J'ai demandé à Jean-Paul Hamon. Vous savez rien, madame. Ça y est, faites pas des polémiques pour faire des polémiques. 30 000 morts de la grippe en 2017, monsieur Philippot, mais vous avez passé un cap. J'ai demandé à la régie si on peut aller chercher les données des morts de la grippe en 2017, s'il vous plaît. Et on aura un chiffre fixe dans quelques minutes. Comme la Covid, en fait. Allez, avançons, s'il vous plaît. Épidémie de grippe, la surmortalité hivernale a atteint 21 000 décès. Le point. Allez, merci beaucoup. Bon, ça c'est fait. Les polémiques pour les polémiques, ça ne sert à rien. C'est rapide. Non, mais enfin, écoutez. Ah non, c'est Benjamin Morel qui a. Moi, quand je donne un chiffre sourcé. Écoutez, et monsieur Hamon, on ne le sait pas non plus, il fait semblant de savoir, c'est pas bien. Vous avez vu ces mecs-là qui passent sur les plateaux télé ? Les sachants, c'est les sachants. C'est eux qui écoutent les Français à longueur d'heure. Hein, l'autre vautrer sur son siège, mais non, tu racontes n'importe quoi, 5000. Il en sait rien, mais il sait rien. Il y a un truc de fou. Et la journaliste. Mais nous, au moins, on fait des recherches. Vous voyez ? C'est pour ça que moi, on peut pas m'attaquer sur mes émissions, on peut pas m'attaquer que sur ouais, mais lui, complotiste, lune, ovni, ouais, il y a aussi des sujets où ils se sont jamais intéressés, hein, les ovnis. Je sais bien qu'avant je faisais des émissions sur les ovnis, je m'en cache pas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on m'attaque parce que je faisais des émissions sur les ovnis. Parce que, par contre, quand un ex-directeur de la DGSE française, lui, dans Paris Match, parle des ovnis, il y a personne qui va le chercher.
Vous avez vu ces types-là? Ce sont des lâches, des couards. Et moi, je les invite sur ma chaîne, tous ceux qui m'attaquent. Venez, on va discuter sur le fond. On va pas discuter Biden et puis Trump. On va discuter sur le fond, sur l'épidémie. Venez, venez, venez. La chaîne est ouverte, franchement. On peut même faire un direct, pas de montage, rien du tout. À la vue de tous, à la vue de tous. Et donc, vous avez vu, heureusement qu'il a maintenu. Donc, ils savent pas. On enfonce le clou avec quelqu'un de l'Institut Pasteur. La référence. Et là aussi, il y a un discours qui est assez anxiogène avec ce questionnement sur la durée de la protection des gens qui ont déjà été malades. Alors là, je vais être très clair et catégorique. Les gens qui ont déjà été malades ne seront plus malades à nouveau. Par contre, ils peuvent avoir une petite micro-infection qui fait qu'ils vont être positifs dans le test PCR, mais ils auront tellement peu de virus de façon très, courte dans le temps, et donc ils ne transmettront pas. On a des chiffres qui sont très au-dessus du discours communément admis en termes de séroprévalence, ce qui implique qu'il n'y a pas eu quelques millions de cas en France, mais si on fait 10 à 15% de 70 millions d'habitants, on est un peu plus de 10 millions. Plus bénin. Et si vous regardez la mortalité, un peu plus de 30 000 sur 10 millions, ça fait 0,3, ça fait pas 2. Donc il est plus bénin qu'on ne le croit. Mais quand vous dites plus bénin, c'est pas plus bénin que la grippe. C'est à mon avis assez équivalent. La grippe fait chaque année en moyenne 10 000 morts sans que ça fasse une seule ligne dans la presse. Non mais c'est passionnant. Il est évident que les conséquences sociales et économiques sont sans aucune comparaison avec le problème sanitaire. Donc après confiné, on a confiné le 17 mars. Qui est en fait une semaine ou deux après le pic de la première vague. C'est bien qu'en fait, après le pic, c'est bien qu'on a confiné avec beaucoup de virus circulants, et on a confiné des familles où un des membres était probablement positif, et là, vous pouvez vous assurer que l'ensemble de la famille... la grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà, c'est tout ce que j'ai... Donc là, on est quand même avec le docteur Charnot, directeur du laboratoire Pasteur Terravectis. Lui, il annonce 30 000 morts pour la grippe en 2017. Vous voyez que, ça je vous l'annonce aussi depuis longtemps, mais vous voyez que on n'a pas tué l'économie, on n'a pas confiné le pays, on n'a pas fait mettre des masques à tout le monde, on n'a pas empêché beaucoup de gens de se faire soigner. Il n'y a pas maintenant les taux de suicide qu'il y a. Ça aussi, il va falloir que l'on s'occupe des gens qui se suicident, parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, quand j'entends les psys qui m'écrivent, ils disent qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Et il dit aussi quelque chose d'essentiel, on a confiné juste après, 2 semaines après le pic de l'épidémie. Et rappelez-vous que ce confinement, le gouvernement disait que le masque était inutile et laissait les gens, certes, confinés chez eux, ne pas aller travailler, mais avec le droit d'aller dans des endroits où il y a le plus de virus au mètre cube, dans des hypermarchés. Écoutons le docteur Potet. Il suffit de regarder, parce qu'évidemment les chiffres, on peut les manipuler un peu dans tous les sens. Parfois on regarde les entrées, parfois on regarde les taux d'occupation, parfois on regarde les décès, etc. C'est assez compliqué de s'y retrouver. On n'utilise pas toujours les mêmes critères, surtout pas ceux qu'on avait utilisés lors de la première vague, si tant est qu'on puisse dire aujourd'hui que celle-ci est une deuxième vague. On voit un taux d'occupation des lits de réanimation, je parle bien de taux d'occupation, qui n'évolue pas beaucoup, malgré qu'il y ait beaucoup d'entrées. On a effectivement des gens qui rentrent en réanimation, mais on a un taux d'occupation qui reste relativement faible. Mais si on regarde le nombre quotidien d'admissions, voilà, c'est le diagramme qu'on a sous les yeux. Catherine Hill, elle dit, si on regarde le taux de croissance est en augmentation, et s'il n'augmente plus, s'il reste à 50%, mécaniquement, dans 6 semaines, on arrive au même taux d'occupation qu'en mars. C'est là où j'ai une grosse divergence, excusez-moi. Aujourd'hui, ce qu'on a le droit de dire véritablement, c'est que l'épidémie a changé. Pourquoi ? Parce qu'on soigne mieux. Imaginez quand même que les gens qui passent en réanimation sont très rapidement anticoagulés, ce qu'on ne faisait pas. On utilise des corticoïdes, ce qu'on ne faisait surtout pas. On utilise des antibiotiques de couverture, ce qu'on ne faisait pas. Et on utilise des ventilations non invasives, ce qu'on ne faisait pas. On fait énormément de choses qu'on ne faisait pas. Ce qui fait que les gens, d'abord, ne sont pas intubés en réanimation, restent beaucoup moins de temps en réanimation et surtout guérissent. Qu'est-ce qui fait la gravité d'une infection ?
Aujourd'hui, c'était le taux d'occupation des lits de réanimation puisqu'il nous a contraints à confiner et en même temps le nombre de décès. Donc vous voyez que le nombre de gens qui occupent des lits de réanimation n'évolue pas beaucoup. Les gens certainement sortent beaucoup, en guérissent beaucoup. Aujourd'hui, on a quoi, 30 à 50 décès par jour? On disait 36 sur la semaine dernière. À peu près. Je vais vous donner un chiffre à titre de comparaison. L'épidémie de grippe saisonnière fait 50 décès tous les jours. On en parle? Très intéressant, très intéressant. Ah, la grippe. Cette fameuse grippe qui a disparu cette année avec 72 ou 88 morts, selon quelles recherches on fait. Comment vous pouvez penser que la grippe, cette année, subitement, a fait moins d'une centaine de morts alors qu'elle tuait 10, 15, 20 000? D'ailleurs, on a les statistiques ici de notre ami Nothing is Just. 2014-2015, 18 300 décès. 2016-2017, 25 000 décès. 2018-2019, 13 100 décès. Source Santé publique France. Et cette année, moins de 100. Donc on va dire que même si ça avait été une année faible, elle en a fait 15 000. 30 000 moins 15 000, ça fait 15 000 pour le Covid. Mais, c'est faux. Puisque là, elle faisait 15 000, elle faisait 30 000, la grippe, mais on la soignait. On la soignait. Les gros bastions de morts, soi-disant du Covid, on les a pas soignés. On leur a dit de rester chez eux, de prendre du paracétamol. Si on avait fait la même chose en 2017 avec les 21 000, quand il y a eu les 21 000 morts de la grippe, c'était pas 25 000 morts qu'il y aurait eu, c'est 150 000 morts si on les avait pas soignés. Donc en plus maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est le retour, hein, rhume, grippe, Covid, comment s'y retrouver? Je vous laisse lire l'article, je les mets dans les sources, parce que on arrive en novembre, hein. Parce que, alors l'article est assez long, mais je vais vous lire juste un extrait. La diarrhée, Covid ou gastro. La diarrhée est rare en cas de grippe ou de rhume, même si elle s'observe plus dans la grippe chez l'enfant. En revanche, cela peut être un signe de Covid. 15 à 30% des enfants hospitalisés ont vu, en consultation pour Covid-19, ont des signes digestifs dans la diarrhée, de la difficulté de faire la distinction. Alors là, s'il y a même avec la gastro, on n'arrive pas à faire le distinguo, ça va être chaud patate, hein. On va tout pouvoir mettre dans le Covid. Je vous laisse un autre cri du cœur d'un médecin extraordinaire. France n'éteint pas les lumières, n'enferme pas ta population dans les obscurantismes dogmatiques. Je vous laisse lire cet excellent article de France Soir, de l'interview d'un médecin. Et on va quand même se faire un petit retour en arrière quand même sur les grippes. Chauffe sur l'ensemble du territoire. Avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, voilà. Non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit.
La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Moi j'habite, vous le savez, juste à côté de l'Allemagne. Quand mes amis allemands, je leur raconte ça, ils sont morts de rire. Hein. Vous savez que pendant le pic de l'épidémie, quand la France organisait des transferts pour continuer le virus de la peur, de Mulhouse vers Toulouse, la Bretagne, en avion, en train, des malades du Covid, alors que les cliniques privées étaient vides et au chômage technique, j'avais fait une émission sur le sujet. On a aussi envoyé des patients en Allemagne. Hein. Eux, ils n'ont eu aucun problème. Non seulement il y a un taux de mortalité beaucoup plus bas que la France, mais ils ont absorbé ça sans aucun problème. Quoi. Donc en France, on a un mastodonte qui s'appelle l'ARS, qui est 860 personnes qui font que du travail administratif, qui impose tout, et qui fait tout faux quoi, depuis le début. Il fait tout faux, et tous les gouvernements qui passent font tout faux. Alors, et en plus, l'Allemagne a le même budget que nous. Ils ont beaucoup plus de lits de réanimation, ils ont beaucoup plus de tout, beaucoup plus de moyens. Les infirmiers ici préfèrent travailler en Allemagne, ils sont mieux payés, ils travaillent moins, à la frontière plus haut, ils préfèrent aller travailler en Belgique, en Hollande, c'est juste affolant. Alors pourquoi ? Parce que chez nous il y a une fraude sociale énorme, qui représente près de 50 milliards d'euros par an. Et donc évidemment quand il manque 50 millions d'euros à la Sécu, 50 milliards d'euros à la Sécu, pardon, alors c'est pas Sylvain Autant qui le raconte, hein, c'est le numéro 1 des ventes, vous pouvez le commander, il est nouveau réapprévisionné, de Charles Prats, Cartel des fraudes. Alors qui c'est Charles Prats ? Eh ben, c'est assez extraordinaire, c'est aujourd'hui il est vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales au ministère des Finances. Et il dit quoi ? Il explique comment on se fait déposséder de 50 milliards d'euros par an. Un petit extrait, et puis il va aussi vous parler des check news de Libération, des décodeurs. Là-dessus, oui, on a eu, alors c'était assez intéressant quand le dossier a explosé dans la sphère médiatique en décembre 2018. Donc ça a commencé sur Europe 1 avec Mathieu Béliard qui m'a interviewé. Qui est matinalier. Et à l'époque, qui n'était pas le matinalier à l'époque. Voilà. C'était en fin d'après-midi. Et donc j'explique les choses. Donc là, l'affaire part, le Figaro commence à enquêter, l'Opinion, etc. Pas mal d'articles de presse. Et vous avez une journaliste en particulier qui n'y croyait pas et donc qui faisait un peu du vrai du faux, vous savez, le décryptage, comme on dit, ou le débunkage, enfin bon, voilà. Et surtout Check News Libération, qui expliquait que mais non, tout ça c'est pas vrai. Ce sont des fake news. Sauf que les fake news, plus les investigations parlementaires ont avancé, plus les fake news n'étaient pas des fake news. Et en fait, avec la progression des investigations, ce que j'annonçais au départ, c'est-à-dire les éléments qu'on avait, en fin 2018, 1 800 000 numéro sécurité sociale attribué sur la base de faux documents, ça s'est avéré finalement au moins 2,5 millions de gens à l'étranger qui n'étaient pas censés exister mais qui quand même percevaient des prestations sociales. Alors j'explique tout le cheminement dans le livre, comment on passe comme ça de 1,8 million à 2,5 millions. Et puis à l'été, là en mois de juillet, on se rend compte que c'est quasiment 5 millions si on étend à l'ensemble du fichier. Et début septembre, la Cour des comptes a rendu un rapport et quand on le lit de manière très fine, on se rend compte qu'en réalité, on est même au-delà de 5 millions. Parce que, je vais vous poser une question, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité. Vous savez qu'on est 67 millions d'habitants en France, 67,1 millions maintenant. D'après vous, combien avons-nous d'assurés sociaux dans le pays ? J'ai lu le bouquin, je vous laisse répondre. Non, vous, dites-moi. On en a 120, un peu plus de 120 ? Non, des assurés sociaux. Assurés sociaux, non, 73,7, mais ça c'était au répertoire de la protection sociale et la Cour des comptes vient de sortir un chiffre, donc là le 8 septembre. En fait on en a 75,3 millions. Voilà, on a 75 296 000 assurés sociaux. Je crois que tout est douille, 75 millions d'assurés sociaux en France, dont je ne sais plus combien qui ont plus de 120 ans. C'est un truc hallucinant et la Cour des comptes récemment a dit on ne sait même pas par quel bout commencer pour lutter contre ça. Mais les bobos de gauche, les Libérations et compagnie, ne veulent pas entendre parler de ça. Ils sont complètement ridicules. Non, il n'y a pas de fraude sociale, vous avez vu ? Là, voilà, c'est ceux qui valent. Et puis là, vous voyez, j'ai laissé le logo à la fin, c'était sur TVL Liberté. Donc là, ce qu'ils vont dire, ah oui, non, mais le gars qui passe, le juge qui passe sur une chaîne d'extrême droite. Tout est extrême droite pour eux. Ouais, et ils en sont là. Donc vous voyez le problème, pourquoi on n'a pas de sous ? On est le pays de la fraude. Alors si on prend tous ces fraudeurs aux assurés, à l'assurance sociale,
Si on prend toutes ces multinationales qui ne payent pas d'impôts dans notre pays, si on prend toutes ces sociétés françaises qui vont dans des paradis fiscaux, y compris les banques, bah vous voyez un petit peu les centaines de milliards qui manquent et comment on pourrait être bien mieux si on luttait efficacement contre la fraude sociale, les paradis fiscaux et ces soi-disant grands groupes qui vont payer. On construit une Europe, mais on accepte dans cette Europe qu'il y a des pays qui ont un taux d'imposition, voire des paradis fiscaux déguisés comme le Luxembourg. C'est complètement honteux. Donc voilà, je vous ai fait le tour, et pendant ce temps-là, en France, pour accentuer le trou de la Sécu, on donne 55 € la consultation Covid. Je vous laisse un article, un généraliste dénonce une tarification absurde. Absurde. Pourquoi payer plus? Ça c'est bien. Je vous laisse, il faut absolument regarder le documentaire Désintox Pasteur, l'exercice difficile des prévisions. Il démonte, il débunk l'Institut Pasteur. Extraordinaire, il fait 28 minutes, il faut vraiment le regarder, quoi. Arte, c'est une chaîne allemande, hein, je vous le rappelle à tous. Je vous laisse aussi un excellent article. Enfin, après des mois d'attente, les conclusions de l'étude Discovery viennent d'être révélées. Parmi les médicaments testés sur des patients, c'est l'hydroxychloroquine du professeur Raoult qui obtient les meilleurs résultats. Oui, il y a moins de morts dans le groupe qui a bénéficié de l'hydroxychloroquine que dans le groupe qui n'en a pas reçu. Il y a aussi plus de patients guéris au bout de 29 jours parmi ceux qui ont reçu l'hydroxychloroquine. Le seul problème est que ce résultat est peu significatif statistiquement. Mais il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Statistiquement, on a plus de chances d'avoir raison que tort en affirmant que l'hydroxychloroquine est efficace. Mais il reste quand même un risque non négligeable, soit 40%, que ce résultat positif soit dû au hasard. Pour une simple raison, l'étude ne compte pas assez de patients. Et c'est justement là le scandale. Pour atteindre des résultats significatifs au-delà de tout soupçon, il aurait fallu continuer l'étude et intégrer plus de patients. Mais nos autorités sanitaires l'ont interdit. Il faut vraiment lire cet article et le partager, hein, parce qu'à la fin, son auteur, Xavier Bazin, il dit « Je fais appel aux journalistes d'investigation comme l'a demandé le professeur Raoult. À ce jour,